Le silence de l'atelier n'était rompu que par le murmure presque inaudible du papier ancien entre ses doigts. Pour Élise Moreau, ce sanctuaire situé au dernier étage de la bibliothèque Toussaint à Angers était un refuge hors du temps, un lieu où les histoires murmuraient depuis des siècles à qui voulait bien les entendre. L'air y était épais, imprégné du parfum doux et terreux du cuir vieilli, de la colle de pâte et du parchemin jauni par les âges. À 29 ans, elle était restauratrice de livres anciens, un métier de patience et de dévotion qui convenait parfaitement à sa nature contemplative. Chaque geste était une prière, chaque page tournée, un secret partagé. Aujourd'hui, elle se penchait sur un recueil de poèmes du XVIe siècle, dont la reliure en veau moucheté avait souffert des affres du temps. La coiffe supérieure était arasée, les nerfs du dos apparents comme des côtes fatiguées. Avec une délicatesse infinie, elle soulevait un lambeau de cuir à l'aide d'un plioir en os, son regard concentré scrutant la structure interne du livre. Ses mains, fines mais assurées, se déplaçaient avec une économie de mouvement qui témoignait d'années de pratique. Elle ne voyait pas seulement un objet abîmé, elle voyait sa vie passée, les mains qui l'avaient tenue, les yeux qui avaient parcouru ses vers. Son travail consistait à préserver cette mémoire, à tisser un lien fragile entre le passé et le présent. Cette passion, elle la tenait de sa grand-mère, Mireille, une relieuse d'art dont le petit atelier, niché au rez-de-chaussée de leur maison de la rue Saint-Lô, menaçait de fermer. Les commandes se faisaient rares, les factures s'accumulaient, et le poids de cette précarité s'insinuait parfois dans le silence paisible de l'atelier d'Élise, comme une note discordante. C'était pour sa grand-mère qu'elle travaillait avec une telle ferveur, espérant que son modeste salaire de fonctionnaire suffirait à les maintenir à flot, à préserver ce petit bout de patrimoine familial qui leur était si cher. Alors qu'elle appliquait une fine couche de colle de blé sur un morceau de papier japonais destiné à renforcer une charnière, un bruit inhabituel attira son attention. Un grondement sourd, celui d'un moteur puissant, qui s'était tu juste devant le parvis de la bibliothèque. C'était une sonorité incongrue dans ce quartier historique aux rues pavées, plus habitué au tintement des cloches de la cathédrale et au roulement des vélos. Curieuse, Élise se leva et s'approcha de la haute fenêtre en ogive, essuyant ses doigts sur son tablier de toile. En bas, garée juste devant les marches de pierre, une berline noire aux vitres teintées luisait sous le ciel gris de l'Anjou. Elle était si impeccable, si ostentatoire, qu'elle semblait avoir été découpée dans un autre univers pour être collée de force sur le décor médiéval de la ville. Une portière s'ouvrit et un homme en descendit. Il portait un costume sombre, taillé avec une précision chirurgicale, et ses chaussures noires brillaient d'un éclat presque arrogant sur les pavés humides. Il consulta brièvement une tablette, puis leva les yeux vers la façade de la bibliothèque, comme s'il cherchait un point précis. Un frisson inexplicable parcourut Élise. Il y avait quelque chose dans la posture de cet homme, une aura de froide détermination qui ne laissait présager rien de familier. Elle retourna à son établi, tentant de chasser cette image de son esprit. Des touristes fortunés, sans doute, venus visiter le château d'Angers. Mais l'homme ne se dirigea pas vers les sites touristiques. Il gravit les marches de la bibliothèque avec une assurance déconcertante. 20 minutes plus tard, on frappa doucement à la porte de son atelier. Personne ne venait jamais la déranger ici, à part le conservateur en chef, et ce n'était pas son toquement habituel. « Entrez !» dit-elle, la voix légèrement hésitante. La porte s'ouvrit sur l'homme du parvis. De près, il paraissait encore plus imposant. Son visage était anguleux, son regard pénétrant, et il se tenait avec une immobilité qui confinait à la menace. Il n'était pas menaçant physiquement, mais l'atmosphère autour de lui semblait s'être raréfiée. « Mademoiselle Élise Moreau ?» demanda-t-il d'une voix neutre, un baryton sans la moindre inflexion. « C'est moi. Que puis-je pour vous ?» L'homme fit un pas à l'intérieur, ses yeux balayant rapidement l'atelier, des presses anciennes aux pots de pigments, comme s'il évaluait la valeur de chaque objet avec un détachement clinique. « Je me nomme Maître Vincent Dubois. Je suis l'avocat principal du groupe Delaunay. » Le nom ne lui évoqua rien de particulier. Une grande entreprise, probablement. Parisienne, sans doute, à en juger par l'allure de son représentant.
Elle fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Je crains qu'il y ait une erreur. Je n'ai aucun lien avec ce groupe. »« L'erreur n'est pas une option dans mes fonctions, mademoiselle Moreau, » rétorqua-t-il, toujours sur le même ton glacial. « Je suis ici sur la demande expresse de monsieur Tristan Delaunay. » Tristan Delaunay. Cette fois, le nom fit vibrer une corde lointaine, presque oubliée. Il y a 3 ans, elle avait participé bénévolement à un petit projet culturel financé par une entreprise de technologie. Elle y avait tenu un stand sur la préservation des manuscrits. Était-ce celle-là? Elle se souvenait vaguement d'un jeune homme qui était resté un long moment à l'observer travailler, mais son visage était flou, perdu dans le flot des visiteurs. « Monsieur Delaunay et moi ne nous connaissons pas », affirma-t-elle, avec une conviction qui commençait cependant à s'effriter. L'avocat esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « C'est une affirmation que mon client contesterait, mais je ne suis pas là pour débattre du passé. Je suis ici pour vous transmettre une proposition de nature très personnelle. » Il s'avança jusqu'à son établi et y déposa délicatement une épaisse enveloppe en papier vélin d'un blanc immaculé. Le sceau en cire sombre était frappé des initiales TD. L'objet contrastait violemment avec le désordre organisé de ses outils, un artefact de luxe posé au milieu de son univers humble et artisanal. Élise le regarda, puis leva les yeux vers l'avocat, son cœur battant soudain plus vite. Le monde extérieur, cet univers de voitures noires et de costumes coûteux, venait de forcer la porte de son sanctuaire. Et elle sentait, avec une certitude angoissante, que le murmure tranquille de sa vie était sur le point d'être couvert par une clameur assourdissante. « Lisez-la à votre aise », conclut Maître Dubois. « Monsieur Delaunay attendra votre réponse. Il est un homme patient, mais il préférerait ne pas attendre plus de 48 heures. » Sur ces mots, il se retourna et quitta l'atelier, refermant la porte derrière lui avec un claquement doux qui résonna dans le silence comme un coup de tonnerre. Élise resta immobile, le regard fixé sur l'enveloppe, une proposition, personnelle, de la part d'un homme qu'elle ne connaissait pas, d'un monde qui n'était pas le sien. Lentement, ses doigts lui tremblants se tendirent pour toucher le papier froid et lisse, sentant déjà qu'à l'intérieur ne se trouvait pas une simple lettre, mais le poids d'un destin qu'elle n'avait jamais cherché. Les minutes qui suivirent le départ de l'avocat s'étirèrent dans une distorsion silencieuse. Élise demeura pétrifiée, les yeux rivés sur l'enveloppe posée sur son établi. Cet objet étranger, ce pur produit d'un monde qui lui était aussi familier que la surface de Mars. Elle eut l'impression que l'enveloppe respirait, qu'elle pulsait d'une énergie froide et calculatrice. Autour d'elle, ses outils bien-aimés, la texture rassurante du cuir, l'odeur du papier, tout ce qui constituait son univers semblait reculer, s'estomper devant la blancheur agressive de ce simple rectangle de papier. Une partie d'elle-même voulait le jeter, l'ignorer, le faire disparaître et prétendre que cette intrusion n'avait jamais eu lieu. Mais la curiosité, mêlée à une anxiété sourde, était plus forte. Avec des doigts qui lui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, elle brisa le seau de cire. Le geste, net et irréversible, fit l'effet d'une détonation dans le silence de la pièce. À l'intérieur, plusieurs feuilles d'un papier épais, presque crémeux au toucher, étaient pliées avec une précision millimétrique. Il n'y avait pas de lettres manuscrites, pas de mots personnels. Ce qu'elle tenait entre ses mains était un document légal. Le titre, en tête de la première page, la frappa comme un coup de poing en pleine poitrine. « Contrat de mariage à durée déterminée ». Elle éclata d'un rire bref, un son étranglé et sans joie qui mourut aussitôt dans sa gorge. C'était une blague. Une farce de très mauvais goût, orchestrée par un milliardaire excentrique et oisif. Elle lut les premières lignes, puis les suivantes, ses yeux balayant les paragraphes denses et le jargon juridique avec une incrédulité grandissante. Les parties contractantes étaient clairement identifiées. Monsieur Tristan Jean-Philippe Delaunay et elle, Élise Marie Moreau. L'objet du contrat était tout aussi explicite, un mariage civil d'une durée d'1 an jour pour jour à compter de la date de signature. Son souffle se bloqua, le monde vacilla. Elle se laissa tomber sur son tabouret, la tête lui tournant. Chaque clause était un poignard de plus dans la réalité simple et ordonnée de sa vie. Le contrat stipulait ses obligations,
résider dans l'appartement parisien de Monsieur Delaunay, l'accompagner à certains événements sociaux et professionnels, maintenir une façade publique d'entente cordiale. En retour, les contreparties étaient vertigineuses. Une somme astronomique serait versée sur un compte à son nom, en plusieurs échéances. Mais ce n'est pas ce qui retint son attention. C'était l'annexe B, intitulée « Fonds pour la préservation et la modernisation de l'atelier de reliure d'art, Mireille Laurent ». Cette annexe détaillait un plan d'investissement complet pour l'atelier de sa grand-mère. Achat de nouvelles presses, restauration des locaux, constitution d'un stock de matériaux nobles, financement de stages, de perfectionnement pour de jeunes artisans, et même la création d'un site web pour attirer une clientèle internationale. Le document était d'une précision effrayante. Il décrivait l'état actuel de l'atelier, ses dettes, ses difficultés, avec une acuité qui prouvait une enquête approfondie. Cet homme, ce Tristan Delaunay, ne s'était pas contenté de se renseigner sur elle. Il avait disséqué sa vie, identifié sa plus grande faiblesse, son point de rupture, l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa grand-mère. Une vague de nausée la submergea. C'était froid, manipulateur. Et pourtant, la promesse était là, couchée sur le papier, irrésistible. Sauver l'œuvre de toute une vie pour Mireille, lui offrir une retraite paisible et la fierté de voir son art perdurer. La tentation était obscène, presque violente. Plus bas, un article attira son regard. Article 7.2. Les parties conviennent que ce contrat régit une union de convenance. Aucune obligation d'ordre intime, émotionnel ou physique ne lie les contractants au-delà des apparences sociales requises. Les parties s'engagent à maintenir une vie privée strictement séparée au sein de la résidence commune. Cette clause, loin de la rassurer, la glaça jusqu'aux os. Tout était donc une transaction. Vendre 1 an de sa vie, devenir une actrice. En échange de quoi? De l'avenir de sa famille. Élise plia le contrat, le glissa dans l'enveloppe et quitta l'atelier bien avant l'heure. Elle avait besoin d'air, de sentir les pavés familiers d'Angers sous ses pieds. En descendant la rue Toussaint, elle passa devant les vitrines des petites boutiques, les façades à colombages, ces décors immuables de son existence qui lui paraissaient soudain fragiles, menacés. Chaque visage croisé lui semblait porter un jugement silencieux. Elle serrait son sac contre elle, l'enveloppe à l'intérieur brûlant comme un charbon ardent. Arrivée rue Saint-Lô, elle sentit l'odeur de térébenthine et de cire chaude qui émanait de l'atelier du rez-de-chaussée. Elle poussa la porte. Sa grand-mère était là, le dos courbé, sur une reliure en cours, ses cheveux blancs noués en un chignon lâche. Des taches de dorure brillaient sur le bout de ses doigts, ridés. Mireille leva vers elle des yeux bleus, encore vifs et pétillants de malice, mais aujourd'hui voilés d'une fatigue qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. « Déjà de retour, ma chérie? Un souci au travail? » « Non, non, juste une journée un peu étrange. » Le regard de Mireille se posa sur la petite table près de la porte où était posé le courrier du jour. Sur le dessus de la pile, une enveloppe à fenêtre laissait voir le rouge menaçant d'un dernier rappel de loyer pour l'atelier. Les yeux de sa grand-mère se détournèrent aussitôt, mais Élise avait vu. Elle avait vu l'ombre du désespoir qui avait traversé son visage. « Je vais nous préparer un thé », dit Mireille d'une voix un peu trop enjouée pour être honnête. Alors qu'Élise montait dans sa chambre, au premier étage, le poids de la décision à prendre l'écrasait. Elle s'assit sur le rebord de sa fenêtre, regardant la vie simple du quartier. D'un côté, son intégrité, sa liberté, sa vie paisible. De l'autre, la sécurité et le bonheur de la seule personne qui comptait vraiment pour elle. Tristan Delaunay l'avait placée devant un dilemme impossible. Ce n'était pas une proposition de mariage. C'était un acte de prise d'otage émotionnel, calculé avec une précision diabolique. Et le pire, c'était qu'au fond d'elle-même, dans un recoin sombre et pragmatique de son esprit, elle savait déjà que l'issue de ce combat était jouée d'avance. Pour Mireille, elle était prête à tout, même à se vendre. La nuit fut une longue traversée en apnée. Élise ne dormit pas. Assise dans le fauteuil élimé près de sa fenêtre, elle tenait le contrat entre ses mains, le relisant à la lueur blafarde d'un lampadaire. Les mots ne changeaient pas.
Les clauses restaient aussi froides et précises qu'à la première lecture. C'était un pacte faustien déguisé en document administratif. Le silence de la vieille maison était poignant, seulement interrompu par les craquements familiers du plancher et de temps à autre par la toux sèche de sa grand-mère dans la chambre voisine. Chaque quinte était une piqûre de rappel, un argument de plus en faveur de l'impensable. Elle se revoyait enfant, assise aux pieds de Mireille, écoutant les histoires des livres qu'elle réparait. Sa grand-mère ne lui avait pas seulement appris un métier, elle lui avait transmis un héritage, une façon de voir le monde où la beauté résidait dans la patience et la valeur dans la préservation. Laisser cet héritage sombrer sous le poids des dettes lui était physiquement impossible. C'était trahir tout ce qu'elle était. À l'aube, lorsque les premières lueurs grises se faufilèrent à travers les vitres, sa décision était prise. Ce n'était pas un choix, mais une résignation, une acceptation froide et déterminée, comme un soldat qui accepte une mission périlleuse. Il n'y avait ni joie, ni soulagement, seulement le poids d'une nécessité implacable. Elle se leva, les muscles endoloris, et se prépara pour la journée. Dans le miroir, son reflet lui parut étranger. Ses yeux étaient cernés, mais son regard brillait d'une lueur nouvelle, dure comme de l'acier. La jeune femme rêveuse de l'atelier avait cédé la place à une stratège prête à entrer dans l'arène. À 9 heures précises, elle composa le numéro inscrit au bas du document. La voix de Maître Dubois était exactement la même que la veille, dénuée de toute inflexion humaine. « Maître Dubois, ici, Élise Moreau. » Un silence à peine perceptible. « Mademoiselle Moreau, j'attendais votre appel. »« J'ai pris ma décision, dit-elle, sa propre voix étonnamment stable. J'accepte les termes de la proposition sous réserve de discuter de certaines conditions directement avec M. Delaunay. Très bien, M. Delaunay est actuellement à Angers. Il peut vous recevoir dans l'heure à l'hôtel d'Anjou. La suite 312. Cela vous convient-il? Le choc de sa présence si proche la déstabilisa un instant. Il était là, dans sa ville. L'envahisseur était déjà derrière les murs. Ce sera parfait, répondit-elle en s'efforçant de rester impassible. 1 heure plus tard, elle pénétrait dans le hall feutré du grand hôtel. L'atmosphère luxueuse et aseptisée la mettait mal à l'aise, si loin de la douce anarchie de son atelier. La suite 312 était au dernier étage, offrant une vue imprenable sur la Maine et le château. La porte fut ouverte par un assistant discret qui la conduisit dans un vaste salon. Et il était là. Tristan Delaunay se tenait debout, dos à elle, devant l'immense baie vitrée. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait, ses épaules larges dessinées par un costume d'un gris anthracite impeccable. Il ne se retourna pas immédiatement, comme s'il voulait lui imposer le rythme de cette rencontre. Quand il le fit enfin, le choc fut plus violent encore que la lecture du contrat. Le souvenir qu'elle avait de lui, celui d'un visiteur anonyme et flou, fut pulvérisé par la réalité. Son visage était une étude de contraste, des traits sévères, presque austères, mais des yeux d'un gris orageux qui semblaient contenir une intensité farouche. Une mèche de cheveux noirs tombait sur son front, seule note de désordre, dans une apparence par ailleurs contrôlée à l'extrême. Il y avait en lui une tension palpable, une énergie contenue qui rendait l'air vibrant autour de lui. « Mademoiselle Moreau », dit-il d'une voix grave, plus profonde que celle de son avocat, et qui, pour une raison qu'elle ne comprit pas, lui causa un étrange frisson. « Monsieur Delaunay ». Elle resta debout, refusant l'invitation silencieuse à s'asseoir sur l'un des canapés en cuir crème. Elle voulait que cet échange soit rapide, clinique. « Vous avez des conditions », affirma-t-il plus qu'il ne le demanda. En effet, je n'ai pas l'intention de négocier les termes financiers. Ils sont généreux à l'excès. Mes conditions sont d'un autre ordre. Il croisa les bras sur son torse, son regard ne la quittant pas. Je vous écoute. Premièrement, je veux que la clause 7.2 soit non seulement respectée, mais absolue. Ce mariage est une façade. En privé, nous serons des étrangers. Aucune ambiguïté ne sera tolérée. Un muscle tressaillit sur sa mâchoire. C'était l'intention originelle du contrat, répondit-il froidement. Deuxièmement, ma grand-mère. Elle ne doit jamais, en aucune circonstance, apprendre la véritable nature de notre arrangement. Pour elle, nous devrons paraître convaincants. Elle doit croire que c'est un vrai mariage.
L'argent destiné à son atelier devra apparaître comme un cadeau de mariage de votre part, un investissement dans l'entreprise familiale. Il la fixa un long moment, son expression indéchiffrable. On aurait dit qu'il la passait au scanner, analysant chaque mot, chaque inflexion. Votre dévouement est notable, accordé. Enfin, poursuivit-elle, prenant une profonde inspiration pour prononcer le plus difficile, l'intégralité des fonds promis à l'atelier, comme détaillé dans l'annexe B, devra être transférée et sécurisée sur un compte fiduciaire avant la signature des registres à la mairie. C'est non négociable. C'était un coup de poker, une preuve de sa méfiance totale. Elle s'attendait à un refus, à une négociation âpre, mais contre toute attente, il acquiesça presque immédiatement. Maître Dubois s'en chargera dès demain. Y a-t-il autre chose? Sa rapidité à céder la déconcerta. Cet homme, visiblement habitué à tout contrôler, venait d'accepter toutes ses exigences sans ciller. Pourquoi? Qu'est-ce que ce mariage représentait pour lui pour qu'il soit prêt à de telles concessions? Non, c'est tout, murmura-t-elle. Il s'avança vers elle et lui tendit la main. Le geste était formel, celui qui scelle un accord commercial. Elle hésita une seconde avant de poser sa main dans la sienne. Son contact était chaud et sec, une poignée ferme, solide, tandis que ses propres doigts étaient glacés. Le contact ne dura que quelques secondes, mais il lui sembla laisser une brûlure sur sa peau. « Bienvenue dans la famille Delaunay, mademoiselle Moreau », dit-il, sans l'ombre d'un sourire. Ses yeux gris, cependant, semblaient dire tout autre chose, une chose qu'elle ne parvint pas à déchiffrer, mais qui la fit frissonner. En quittant l'hôtel, elle eut l'impression de flotter. Le soleil angevin lui paraissait agressif, les bruits de la ville, assourdissants. Elle venait de vendre une année de sa vie. Le prix lui semblait à la fois exorbitant et dérisoire. La semaine qui suivit fut un tourbillon d'une rapidité désincarnée. Le monde d'Élise, autrefois réglé par le rythme lent de la restauration et le silence de son atelier, fut propulsé dans une frénésie administrative et logistique orchestrée par l'efficacité glaçante de l'équipe de Tristan Delaunay. Maître Dubois l'appela chaque jour avec une précision d'horloger pour l'informer de l'avancée des procédures, l'ouverture du compte fiduciaire, le transfert des fonds, le rendez-vous à la mairie de Paris pour le dépôt du dossier de mariage. Tout était fluide, impersonnel, terrifiant. Elle se sentait comme un pion sur un échiquier, déplacé par une main invisible vers une case qu'elle n'avait pas choisie. L'épreuve la plus difficile fut d'annoncer la nouvelle à Mireille. Elle choisit un soir, après le dîner. Sa grand-mère était assise dans son fauteuil Voltaire, un ouvrage sur les genoux, les doigts marbrés de petites veines bleues, caressant la reliure usée. Élise prit son courage à deux mains, le cœur battant à grands coups contre ses côtes. « Mamie, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Mireille leva sur elle son regard bienveillant, déposant son livre. « Tout va bien, ma chérie? Tu es si pâle ces derniers jours. »« Je vais bien. C'est juste, un peu soudain. Je vais me marier. » Le silence qui accueillit cette phrase fut total. Mireille la dévisagea, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, l'incrédulité peinte sur ses traits. « Te marier? Mais avec qui? Je ne te connais personne. » Élise prit une profonde inspiration, récitant la version officielle qu'elle avait répétée 100 fois dans sa tête. « Il s'appelle Tristan Delaunay. Nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps, sur un projet. Tu te souviens du salon culturel à Paris, il y a 3 ans? C'était la vérité, mais une vérité tellement épurée qu'elle en devenait un mensonge. Nous sommes restés en contact, discrètement. C'est un homme très occupé, très privé. Tout est allé très vite, je sais, mais... » Elle ne put finir sa phrase. Mireille se leva, traversa la pièce et la prit dans ses bras. « Mon Dieu, Élise, c'est merveilleux. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je veux le rencontrer. » Ce fut Tristan qui régla le problème. Le surlendemain, la berline noire se gara de nouveau dans la rue Saint-Lô. Il sortit, non pas dans un de ses costumes de prédateur des affaires, mais dans une tenue plus sobre, un pantalon en flanelle grise, un pull en cachemire bleu marine. Il avait même laissé son chauffeur au bout de la rue. Lorsqu'il sonna à la porte, c'est Mireille qui ouvrit, le visage rayonnant d'une curiosité nerveuse. La rencontre fut un chef-d'œuvre de comédie sociale.
Tristan fit preuve d'un charme et d'une déférence qu'Élise ne lui aurait jamais soupçonné. Il serra la main de Mireille avec une douce chaleur, complimenta la maison et offrit un magnifique bouquet d'hortensias blancs. Assis dans le petit salon, il écouta les histoires de Mireille sur son atelier avec une attention qui semblait sincère. Il posa des questions pertinentes, s'intéressa aux techniques anciennes de reliure et regarda Élise avec une lueur de tendresse calculée dans ses yeux gris. C'était un acteur de génie. Et elle, sa partenaire forcée, jouait son rôle avec une rigidité qu'elle espérait voir passer pour de la timidité. « Tristan m'a dit son intention de m'aider à moderniser l'atelier », annonça fièrement Mireille, les joues roses de plaisir. « Comme un cadeau pour notre mariage. N'est-ce pas formidable, Élise? C'est un jeune homme si prévenant. » Élise se força à sourire, la bile au fond de la gorge. « Oui, mamie, c'est inespéré. » Le regard de Tristan croisa le sien à cet instant. Elle y lut une lueur d'ironie, peut-être même de triomphe. Il avait gagné, il tenait sa promesse. Les adieux à Angers furent déchirants. Le dernier jour, elle passa des heures dans son atelier à la bibliothèque, touchant chaque outil, respirant une dernière fois le parfum rassurant des vieux livres. Elle confia ses travaux en cours à un collègue, lui promettant de revenir voir comment ils avançaient. La promesse sonna creux à ses propres oreilles. Le soir, elle fit sa valise, une petite valise qui semblait ridicule face à l'immensité de la nouvelle vie qui l'attendait. Elle ne prenait que l'essentiel, ses vêtements les plus simples, quelques livres chéris et une boîte contenant les outils de restauration miniature hérités de son grand-père, des talismans pour un exil doré. Mireille la serra longtemps dans ses bras sur le quai de la gare. Des larmes coulaient sur ses joues, mais c'étaient des larmes de joie. « Sois heureuse, ma puce, tu mérites tout le bonheur du monde. » Chaque mot était un couteau dans le cœur d'Élise. Le trajet en train vers Paris se fit dans une brume irréelle. Elle regardait le paysage angevin s'éloigner, les champs verts et les clochers des villages se dissoudre dans la vitesse, emportant avec eux une part de son identité. Un chauffeur l'attendait à la gare Montparnasse. Il la conduisit, sans un mot, vers un Paris qu'elle ne connaissait pas. Celui des avenues prestigieuses, des façades haussmanniennes immaculées et des boutiques de luxe aux vitrines étincelantes. La voiture s'arrêta finalement rue du Faubourg Saint-Honoré, devant un imposant hôtel particulier en pierre de taille. Un homme en livrée leur ouvrit la grille. L'appartement de Tristan occupait les 2 derniers étages. C'était un espace immense, vertigineux, au plafond démesurément haut. Les murs étaient blancs. Le mobilier était un assemblage de pièces de designer aux lignes épurées et d'antiquités choisies avec un goût impeccable. De grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur les toits de Paris et la tour Eiffel au loin. C'était magnifique mais froid, impersonnel, comme un musée ou un hall d'hôtel de luxe. Il n'y avait pas de désordre, pas de vie, pas une seule trace de l'homme qui y vivait. Tristan l'attendait dans le salon principal, près d'un grand piano noir. Il portait un costume, de nouveau le prédateur en son habitat naturel. « Bienvenue », dit-il sobrement. Il lui fit faire un tour rapide des lieux. La cuisine high-tech, le bureau lambrissé de bois sombre, la salle à manger formelle. Puis il la conduisit à un escalier moderne en verre et métal qui menait à l'étage. « Vos appartements sont par ici », annonça-t-il. Il lui montra une aile entière de l'étage. Une grande chambre, un dressing de la taille de son ancien salon, une salle de bain en marbre. Tout était neuf, immaculé. Les armoires étaient vides. « Mes appartements sont de l'autre côté », précisa-t-il en désignant un couloir opposé. « Comme stipulé dans le contrat, nos vies privées resteront séparées. Une gouvernante, Madame Girard, s'occupe de l'intendance. Elle est discrète. » Elle se tenait au milieu de la pièce immense, sa petite valise posée sur le sol, semblant une incongruité touchante. Elle se sentait écrasée par le luxe, par l'espace, par le silence. Elle était une étrangère, une pièce rapportée, une prisonnière dans une cage dorée. « Je sais que c'est un changement », dit Tristan, s'arrêtant sur le seuil. Sa voix avait perdu un peu de sa dureté, laissant paraître une nuance d'hésitation presque imperceptible. « Essayez de vous acclimater. Demain, nous avons un dîner important. Soyez prête à 19 heures. » Il se retira, la laissant seule dans ce décor grandiose et glacial.
Elle alla jusqu'à la fenêtre et posa son front contre la vitre froide. Les lumières de Paris commençaient à scintiller, formant un tapis de diamants à ses pieds. C'était une vue que des millions de gens rêveraient d'avoir. Mais pour Élise, ce soir-là, les lumières de la ville ressemblaient aux barreaux scintillants de sa nouvelle prison. La première journée d'Élise, dans sa nouvelle cage dorée, se déroula dans un silence ouaté. Madame Girard, la gouvernante, était une femme d'une 50aine d'années, aussi discrète et efficace que les appareils électroménagers dernier cri qui peuplèrent la cuisine. Elle lui apporta son petit déjeuner sur un plateau d'argent, lui indiqua l'emplacement de la bibliothèque, une pièce magnifique, mais visiblement peu fréquentée, dont les livres semblaient davantage des objets de décoration que des invitations au voyage, et s'évapora ensuite, la laissant seule face à l'immensité de l'appartement et au vide de son emploi du temps. Élise erra d'une pièce à l'autre, se sentant observée par les œuvres d'art abstraites qui ornèrent les murs. Tout était beau, cher et sans âme. C'était l'antithèse parfaite de son atelier angevin où chaque tache d'encre sur le plancher, chaque outil patiné par l'usage, racontait une histoire. Vers le milieu de l'après-midi, Madame Girard apparut de nouveau, un fantôme en uniforme gris perle. « Monsieur Delaunay a fait livrer ceci pour vous, pour ce soir », annonça-t-elle en ouvrant les portes du gigantesque dressing. Élise découvrit plusieurs housses, suspendues sur la penderie. En les ouvrant une à une, elle révéla des robes de soirée de grands couturiers, des créations en soie, en velours, en satin, d'une élégance et d'un luxe qui la firent reculer. À côté, sur une étagère en verre, une collection de boîtes à chaussures de marque dont elle n'osait même pas prononcer le nom. C'était un costume de scène, la panoplie complète pour le rôle qu'elle devait jouer, celui de Madame Tristan Delaunay. Elle choisit la robe la plus simple, une longue fourreau en crêpe de soie bleu nuit, à la coupe épurée. Elle n'avait rien de commun avec les jupes en toile et les pulls confortables qu'elle portait habituellement, mais au moins, elle ne la faisait pas se sentir totalement déguisée. À 19h moins 5, alors qu'elle finissait de se préparer, elle se regarda dans le miroir en pied. La femme qui lui faisait face était une inconnue élégante. Ses cheveux châtains relevés en un chignon bas qui dégageait sa nuque, le tissu précieux épousant ses formes avec une grâce qu'elle ne se connaissait pas. Mais ses yeux trahissaient la supercherie. Ils étaient trop graves, trop lucides. Ils ne brillaient pas de l'excitation d'une femme amoureuse se préparant pour une soirée avec son fiancé, mais de l'anxiété d'un soldat avant la bataille. Tristan l'attendait en bas de l'escalier. Il leva les yeux vers elle alors qu'elle descendait, et pour la première fois, son masque de froideur se fissura. Un instant, un seul, son regard s'intensifia. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour dire quelque chose. Il y eut une immobilité, un silence suspendu où l'air semblait s'être solidifié. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, l'émotion s'évanouit, remplacée par son habituelle réserve. « Le bleu vous va bien », fut son seul commentaire, sa voix redevenue neutre. Dans la voiture qui les emmenait à travers Paris, il lui tendit une tablette. « Vous devriez jeter un œil à ça. Ce sont les fiches des invités principaux de ce soir. Nous dînons chez les Vasseur. Jean-Pierre Vasseur est un membre important de notre conseil d'administration. » Elle parcourut les biographies succinctes, les photos, les listes d'intérêts, placements financiers, régates, art contemporain. C'était un briefing. Elle n'était pas sa compagne, mais son attachée de presse personnelle, briefée avant une conférence. La nausée lui remonta dans la gorge. L'appartement des Vasseur, avenue Foch, était encore plus opulent que celui de Tristan, un concentré de dorures rococo et de mobilier empire. À peine arrivés, ils furent assaillis par un flot de visages souriants et de regards calculateurs. Élise serra la main à des banquiers, des industriels, des héritières dont les bijoux scintillaient avec une agressivité glaciale. Tristan était dans son élément. Il naviguait dans cette foule avec une aisance redoutable, un mot précis pour chacun, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il gardait une main posée au creux du dos d'Élise, un geste possessif et public qui la faisait frissonner de malaise. C'était un contact froid, un rappel de son rôle, un signal envoyé aux autres. Elle était à lui. Pendant le dîner,
Assise entre Tristan et un magnate de l'immobilier qui ne lui adressa la parole que pour lui demander si elle jouait au golf, elle se sentit devenir invisible. Les conversations tournaient autour de fusions-acquisitions, de paradis fiscaux et des dernières enchères chez Christie's. Elle écoutait, silencieuse, se sentant comme une ethnologue étudiant une tribu inconnue aux coutumes barbares. C'est Amandine de Courcy, une femme sculpturale à la chevelure platine assise en face d'elle, qui la ramena brutalement au centre de l'attention. « Alors, Élise, Tristan nous a caché votre existence pendant si longtemps. Dites-nous ce que vous faites dans la vie quand vous ne capturez pas le cœur des célibataires les plus convoités de Paris. » lança-t-elle d'une voix mielleuse qui cachait mal des pointes acérées. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Tristan se raidit imperceptiblement à ses côtés. « Je suis restauratrice de livres anciens, » répondit calmement Élise. Un petit silence surpris plana sur la table. « Oh, c'est charmant, comme c'est artisanal, » commenta Amandine, un petit sourire condescendant aux lèvres. « Un passe-temps, en quelque sorte ?»« Non, » rétorqua Élise, son regard croisant celui de la jeune femme sans ciller. « C'est un métier. Il consiste à préserver la mémoire et le savoir. » Tristan, qui n'avait pas dit un mot, intervint alors. Sa voix, basse et tranchante, coupa court au début de ricanement d'un voisin. Le métier d'Élise exige une connaissance approfondie de l'histoire, de la chimie et une dextérité que peu de chirurgiens possèdent. Restaurer un incunable du XVe siècle est une opération bien plus délicate que de spéculer sur le CAC 40. C'est préserver un héritage qui a survécu à des empires, ce qui, vous en conviendrez, a un peu plus de valeur durable que la plupart de nos activités. Un silence de mort s'abattit sur la table. Tous les regards se tournèrent vers Tristan, stupéfait. Lui, l'homme obsédé par les chiffres et les résultats, venait de livrer un plaidoyer vibrant pour un artisanat obscur. Amandine de Courcy parut aussi choquée que si on lui avait jeté un verre d'eau au visage. Élise, quant à elle, était sidérée. Elle se tourna vers lui. Son profil était impassible, son visage de nouveau une forteresse. Mais les mots qu'il venait de prononcer résonnaient encore dans l'air, pleins d'une connaissance et d'une conviction qui ne pouvaient pas être feintes. Comment cet homme de chiffres et d'acier pouvait-il comprendre l'essence de son travail avec une telle justesse? Le mystère de Tristan Delaunay venait de s'épaissir d'un seul coup, laissant Élise avec un sentiment de confusion bien plus déstabilisant que la froideur de leur contrat. Le retour en voiture se fit dans un silence plus lourd et plus complexe que celui de l'allée. Les lumières de Paris filaient derrière les vitres teintées, traînées de néons et d'or sur un fond d'encre, mais Élise ne les voyait pas. Elle était entièrement tournée vers l'intérieur, son esprit rejouant en boucle la scène du dîner. Les mots de Tristan, précis, inattendus, résonnaient en elle comme le battement d'une cloche dans une église vide. Assise à ses côtés sur la banquette en cuir souple, elle sentait la chaleur de sa présence, une énergie intense et contenue. Ce n'était plus seulement l'homme d'affaires glacial qui avait acheté un an de sa vie, c'était un allié improbable, un défenseur énigmatique. Elle attendit qu'ils aient quitté les grands boulevards pour les rues plus calmes du 8e arrondissement. La voiture glissait sans bruit, les isolant du monde. C'était maintenant ou jamais. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait souhaité, à peine un murmure. Il ne se tourna pas vers elle. Son regard restait fixé sur le balai des phares devant eux. « Fait quoi ? Ce soir, votre plaidoyer, pour mon métier. Comment pouviez-vous savoir tout ça ?» Il y eut une pause, une fraction de seconde où le silence se chargea de tension. Quand il répondit, sa voix était de nouveau celle du PDG, distante et contrôlée. « Je me renseigne toujours sur mes associés, Élise. Votre crédibilité, en tant que future Madame Delaunay, rejaillit directement sur moi et sur l'image du groupe. Je ne pouvais pas laisser une arriviste comme Amandine de Courcy vous discréditer publiquement. C'était une simple question de gestion d'image, rien de plus. La réponse était plausible, logique, et pourtant, elle sonnait faux. Elle n'expliquait pas la lueur dans son regard, la passion contenue dans sa voix lorsqu'il avait parlé d'héritage et de savoir. C'était comme observer un mathématicien défendre un poème.
Même si les arguments sont corrects, on sent qu'il manque l'essentiel, l'émotion brute. Il la protégeait, non pas elle, Élise, mais son investissement. L'idée aurait dû la glacer, la confirmer dans son rôle de simple pion. Étrangement, elle laissait un goût amer de déception. De retour à l'appartement, il la salua d'un simple « bonne nuit » et se dirigea non pas vers l'escalier menant à ses appartements, mais vers une porte discrète, presque invisible dans les lambris sombres du couloir menant au bureau principal. Il y disparut sans un bruit, la laissant seule dans le hall monumental. Cette porte, elle ne l'avait pas remarquée lors de la visite. Elle l'avait prise pour une penderie ou un local technique. Les jours suivants, une nouvelle routine s'installa. Tristan partait avant qu'elle ne soit levée et rentrait tard le soir. Ils se croisaient à peine. Cette distance, qui au début lui semblait une bénédiction conforme à leur contrat, commençait à la troubler. L'homme qu'elle avait entrevu au dîner, celui qui connaissait la différence entre un vélin et un parchemin, s'était de nouveau évanoui derrière le masque du PDG insaisissable. L'appartement, avec son luxe froid, devenait de plus en plus oppressant. Elle passait ses journées dans la bibliothèque, mais les livres, alignés avec une perfection stérile, ne lui parlaient pas. Ils étaient prisonniers, comme elle. Un après-midi, alors qu'elle savait Tristan en déplacement à l'étranger pour 48 heures, la curiosité devint trop forte. Guidée par une impulsion qu'elle ne chercha pas à réprimer, elle se dirigea vers la porte dérobée. Elle n'était pas fermée à clé. Avec une hésitation qui faisait battre son cœur à grands coups, elle tourna la poignée et poussa la porte. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. L'atmosphère était radicalement différente de celle du reste de l'appartement. Ce n'était pas une pièce de réception, mais un sanctuaire personnel. Un bureau-bibliothèque, plus intime que l'officiel, aux murs couverts de rayonnage en chêne sombre, croulant sous le poids des livres. Mais ici, les livres vivaient. Ils n'étaient pas rangés par couleur ou par taille, mais semblaient avoir été consultés, déplacés. Des piles précaires s'élevaient sur le sol, près d'un profond fauteuil en cuir Chesterfield usé par le temps. L'air sentait le papier, le cuir et une légère odeur de café froid. C'était la première pièce de cet appartement qui portait l'empreinte d'une âme. Élise s'avança à pas de loup, se sentant une profanatrice. Elle parcourut les titres du regard. Philosophie, histoire, biographie, mais aussi une impressionnante collection de recueils de poésie, de Baudelaire à René Char. C'était un univers secret qui ne cadrait absolument pas avec l'image publique de Tristan Delaunay. Puis son regard fut attiré par une alcôve, un peu en retrait, et là, son souffle se coupa. Sur plusieurs étagères étaient regroupés des ouvrages qui lui étaient, eux, intimement familiers. Des traités sur l'histoire de la reliure, des manuels sur les techniques de restauration du papier, des monographies sur les grands maîtres relieurs français. L'un des volumes, un traité complexe sur la chimie des pigments médiévaux, était posé ouvert sur un lutrin, un simple crayon de papier posé en travers d'une page à noter. Elle s'approcha, le cœur battant. Les notes dans la marge étaient d'une écriture fine et nerveuse. C'étaient des questions, des réflexions qui témoignaient d'une lecture attentive et intelligente. Elle était figée au milieu de la pièce, submergée par un flot d'émotions contradictoires. Le choc, l'incompréhension et autre chose, une sorte de vertige. Sa défense au dîner n'était pas le fruit d'une recherche rapide sur Internet. C'était le résultat d'un intérêt profond, réel et secret. Cet homme, qui lui avait présenté leur union comme une transaction commerciale froide, avait étudié son monde en silence, avec la ferveur d'un érudit. Pourquoi cette mascarade? Quel était le but de ce jeu complexe et déroutant? Elle toucha du bout des doigts la tranche d'un des livres, un manuel qu'elle connaissait par cœur. Le contact avec cet objet, dans ce lieu si personnel, créa une connexion inattendue, un fil invisible tendu entre elle et cet homme qui, plus que jamais, lui apparaissait comme la plus indéchiffrable des énigmes. L'arrogant PDG venait de se doter d'une profondeur insoupçonnée, et Élise comprit que sa prison dorée contenait peut-être le plus fascinant des mystères. Élise referma la porte du bureau secret avec la précaution d'un cambrioleur quittant les lieux d'un forfait. Son cœur battait une chamade sourde et puissante dans sa poitrine. Elle ne se sentait pas coupable d'avoir violé son intimité, mais profondément
irrémédiablement troublée. C'était comme si elle avait soulevé un pan du décor de théâtre pour découvrir, derrière la toile peinte, une machinerie complexe et insoupçonnée. L'homme qui empilait des traités sur la reliure dans une pièce cachée n'était pas le même que celui qui lui avait présenté un contrat de mariage comme on signe un bilan financier. Elle passa le reste de la journée dans une sorte de brouillard, retournant dans sa chambre comme un animal blessé se retire dans sa tanière. L'image des livres, les notes dans la marge, tout se bousculait dans son esprit. Tristan n'était pas un ignorant. Il n'avait pas seulement fait des recherches pour la défendre lors du dîner. Il s'était immergé dans son univers. Mais dans quel but? Pour mieux la contrôler, pour s'assurer que sa façade d'épouse soit intellectuellement crédible. Cette idée si froide et calculatrice ne collait pas avec l'usure du fauteuil en cuir, ni avec le désordre passionné des piles de livres. Cela ressemblait davantage à un refuge, à une obsession. Lorsqu'il rentra de son voyage le lendemain soir, elle l'observa avec une acuité nouvelle. Elle guettait un signe, une faille, dans son armure de perfection glacée, mais il était identique à lui-même, impeccablement vêtu, le visage fermé, les yeux distants. « Votre séjour s'est bien passé ?» lui demanda-t-il d'un ton neutre, en déposant sa mallette sur la console de l'entrée. « Oui, très calme », répondit-elle, sentant le poids de son secret. Il acquiesça, déjà à moitié tourné vers son bureau officiel. Il allait s'y enfermer, comme d'habitude. L'envie de lui crier « Qui êtes-vous vraiment ?» lui brûla les lèvres, mais elle la ravala. Le contrat était leur seule réalité tangible, et il ne laissait aucune place à ce genre de questions. La rupture de cette routine monotone vint d'un appel téléphonique. Quelques jours plus tard, Tristan était dans le salon, une tablette à la main, quand son téléphone sonna. Habituellement, il s'isolait pour ses appels, mais celui-ci, il le prit devant elle, sur haut-parleur. Une voix de femme, jeune, pétillante et pleine de chaleur, emplit la pièce. « Tristan, grand frère adoré, ne me dis pas que tu avais encore oublié. » Le visage de Tristan s'adoucit presque imperceptiblement. Une fissure. « Bonjour, Chloé. »« Oublié quoi ?» demanda-t-il, un semblant d'amusement là dans la voix. « Le déjeuner dominical, évidemment, maman insiste. Elle veut absolument rencontrer ta mystérieuse fiancée. Tu nous la caches comme un trésor de guerre. Alors, pas d'excuses cette fois. Dimanche, 13 h, au domaine. Et je veux tous les détails croustillants de votre rencontre. » Élise sentit son sang se glacer. Le conseil d'administration était une chose, mais la famille, c'était un tout autre niveau d'implication, de performance. « Chloé, nous sommes très occupés, » commença Tristan. « Non, non et non, » le coupa la voix enjouée. « C'est non négociable. On vous attend. Amène-la, Tristan, s'il te plaît. » Il y eut un silence, puis elle ajouta plus doucement. « Tu nous manques. » Tristan soupira, un son à peine audible. « Très bien, nous serons là. » Il raccrocha et leva les yeux vers Élise. Son regard était redevenu une forteresse. « Ma sœur, Chloé, » expliqua-t-il sobrement. « Elle est enthousiaste. J'espère que cela ne vous dérange pas. »« Ça fait partie du contrat, n'est-ce pas ?» répondit-elle avec une pointe de froideur pour masquer son anxiété. Il la fixa un instant, une lueur étrange dans ses yeux gris. « Oui, ça en fait partie. » Le dimanche, ils quittèrent Paris pour la campagne. Le domaine familial des Delaunay était un magnifique manoir du XVIIIe siècle, niché au cœur d'une forêt, à 1 heure de la capitale. En s'éloignant de la ville, Élise sentit la tension de Tristan diminuer légèrement. Ses mains, habituellement crispées sur le volant, semblaient plus détendues. Il conduisait lui-même, ayant donné congé à son chauffeur. C'était un autre indice, un autre morceau du puzzle. Chloé Delaunay les attendait sur le perron. Elle était l'exact opposé de son frère, un concentré d'énergie solaire, avec de longs cheveux blonds et un sourire qui semblait ne jamais la quitter. Elle serra Élise dans ses bras comme si elles se connaissaient depuis toujours. « Enfin, je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Mon frère est d'un secret exaspérant. Entrez, entrez !» L'intérieur de la maison était à l'image de la jeune femme, chaleureux, lumineux, rempli de livres, de photos de famille et d'un joyeux désordre. Leur mère, une femme élégante et réservée, les accueillit avec une politesse cordiale mais plus distante. Le déjeuner fut un exercice d'équilibriste.
Chloé les bombarda de questions sur leur histoire, leur rencontre, le moment où Tristan avait fait sa demande. Élise improvisa, s'appuyant sur le peu de vérité qu'elle possédait, la brodant de détails plausibles. Elle parla de son admiration pour les gens qui bâtissent des choses durables, pour la vision derrière la façade. En parlant, elle regardait Tristan. À sa grande surprise, il ne la contredit pas, ne la corrigea pas. Il l'écoutait, un verre de vin immobile dans sa main, son regard intense posé sur elle. Il semblait boire ses paroles, comme si elle lui racontait une histoire qu'il désirait entendre depuis longtemps. À un moment, alors qu'elle décrivait une prétendue promenade au bord de la Seine, Chloé s'exclama en se tournant vers son frère. « C'est incroyable de te voir comme ça, Tristan. Si, apaisé. Je ne t'ai pas vu aussi attentif à quelqu'un depuis, au moins 3 ans. Depuis cette période où tu es devenu si distant, si secret, après ton voyage en Anjou pour ce projet culturel. C'est comme si une partie de toi était revenue. » Le verre de Tristan heurta sa soucoupe avec un cliquetis sec. Le cœur d'Élise manqua un battement. 3 ans, le projet culturel en Anjou. La coïncidence était trop précise. Le fil invisible qu'elle avait senti dans le bureau secret venait de se matérialiser devant elle, vibrant d'une tension électrique. Plus tard, alors que Chloé lui faisait visiter le jardin de roses, elle lui glissa à l'oreille « Je ne sais pas comment vous avez fait, Élise, mais vous avez réussi à percer sa carapace. Prenez soin de lui. Derrière son arrogance, il y a plus de fêlure qu'il ne le laissera jamais paraître. » Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture n'était plus le même. Ce n'était plus un silence de distance, mais un silence chargé d'une signification nouvelle, presque assourdissante. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans l'esprit d'Élise, formant une image qu'elle n'osait pas encore regarder en face. L'homme à côté d'elle, qui fixait la route avec une intensité farouche, n'était plus un étranger. Il devenait une énigme personnelle, un secret qu'elle sentait, pour la première fois, le besoin impérieux de déchiffrer. Et cette curiosité, réalisait-elle avec une pointe de panique, ressemblait dangereusement à un attachement. Le retour à Paris fut nimbé d'une aura étrange, comme si la lumière elle-même avait changé de densité. Les paroles de Chloé, « Depuis 3 ans, ton voyage en Anjou » tournait en boucle dans l'esprit d'Élise. Ce n'était plus une simple coïncidence, c'était une clé qui ouvrait sur un labyrinthe dont elle ne soupçonnait même pas l'entrée. L'image de Tristan, assis dans la voiture à ses côtés, se superposait à celle de l'inconnu qui, 3 ans plus tôt, avait observé son stand avec une attention si particulière. Avait-ce pu être lui? Le souvenir était si brumeux, si insignifiant à l'époque, qu'elle ne pouvait en être certaine. Pourtant, l'idée germait en elle avec une force têtue, une évidence presque douloureuse. Dans l'appartement, la dynamique entre eux se modifia de façon subtile, mais palpable. Le silence n'était plus un vide, mais un espace rempli de questions non posées. Élise se surprenait à l'observer quand il ne la voyait pas. Elle étudiait la tension de ses épaules lorsqu'il rentrait du bureau, le pli de concentration sur son front, lorsqu'il lisait un dossier, la façon dont il faisait tourner distraitement son stylo entre ses doigts. Elle ne cherchait plus seulement des failles dans l'armure du PDG, elle cherchait des traces de l'homme qu'il avait pu être, de l'homme qu'il cachait peut-être encore dans sa bibliothèque secrète. De son côté, Tristan semblait lui aussi différent. Il maintenait sa distance, respectant scrupuleusement les termes de leur accord, mais il y avait un changement dans son regard. Parfois, alors qu'ils partageaient un petit déjeuner silencieux, elle levait les yeux de sa tasse et le surprenait en train de la regarder, non pas avec la froide évaluation de leur début, mais avec une expression plus complexe, un mélange d'intensité et d'une sorte de mélancolie indéfinissable. Dès que leurs regards se croisaient, il se détournait aussitôt, son masque de neutralité se remettant en place. Cette danse muette, ce jeu de regards furtifs et de silence chargé atteignait ses limites. L'inaction rongeait Élise. Elle étouffait dans le luxe stérile de cet appartement qui n'était pas un foyer. Un soir, ne supportant plus le vide, elle prit une décision. Si elle ne pouvait pas trouver de réponse par les mots, elle en trouverait par les gestes. Elle utiliserait le seul langage qu'elle maîtrisait vraiment.
Elle se rendit dans la grande bibliothèque officielle, celle dont les livres semblaient n'avoir jamais été ouverts. En passant ses doigts sur les reliures impeccables, elle chercha une imperfection, un signe de vie, de fragilité. Elle en trouva un, sur les étagères les plus basses, un volume des Fleurs du mal de Baudelaire dont la reliure en chagrin rouge était abîmée. Un des coins était écorné, le cuir déchiré, menaçant de se détacher complètement. Un accident, sans doute, un livre tombé et mal remis en place. Pour Élise, ce fut une bouée de sauvetage. Un appel. Le lendemain, après s'être assurée que Tristan était parti pour la journée, elle alla chercher la petite boîte contenant ses outils personnels, ceux qu'elle avait emportés d'Angers. Elle installa un carton de protection sur la table basse, en laque du salon. Un sacrilège peut-être, mais un sacrilège nécessaire, et disposa méticuleusement ses plioirs, ses scalpels, ses petits pots de colle de pâte qu'elle avait préparés elle-même dans la cuisine high-tech sous le regard interloqué de Madame Girard. Elle se mit au travail, et pour la première fois depuis son arrivée à Paris, elle se sentit respirer. Le monde extérieur s'évanouit. Il n'y avait plus que la texture du cuir sous ses doigts, la concentration requise pour parer la peau, c'est-à-dire l'amincir sur les bords pour une greffe invisible, la patience nécessaire pour laisser la colle prendre juste ce qu'il fallait. C'était sa méditation, son sanctuaire portable. En restaurant le livre de Tristan, elle avait l'impression de réparer une petite partie du désordre de sa propre vie. C'était un acte de défiance silencieux. Elle refusait d'être une simple décoration. Elle importait son âme, son savoir-faire, au cœur de cette cage dorée. Elle travailla toute la journée, oubliant de déjeuner. Le soir venu, la réparation était presque terminée. Le coin était consolidé. Le morceau de cuir neuf, teinté par ses soins pour correspondre parfaitement à la couleur d'origine, était en place. Il ne restait plus qu'à le mettre sous presse légère pour la nuit. Épuisée mais satisfaite, elle s'adossa au coussin du canapé, les yeux fermés, juste un instant. Elle se réveilla en sursaut, désorientée. La pièce était baignée d'une lumière douce, celle d'une seule lampe allumée. Il faisait nuit, et elle n'était pas seule. Tristan était là, debout près de la cheminée, parfaitement immobile, un verre à la main. Il la regardait. Un frisson de panique la traversa. Elle avait laissé tout son désordre, ses outils, ses pots, sur sa table précieuse. Elle s'attendait à un reproche, à une remarque glaciale sur le respect de la propriété. « Je suis désolée. Je me suis endormie. J'allais tout ranger », bégaya-t-elle en se redressant. Il ne bougea pas. Ses yeux quittèrent son visage pour se poser sur le livre réparé, puis sur ses outils, étalés avec une logique que lui seul semblait comprendre. Un silence s'étira, si long qu'il en devint presque insupportable. Finalement, il posa son verre et s'approcha. Il ne regarda pas la table, mais elle. Quelque chose avait changé sur son visage. Le masque s'était envolé. Il y avait à la place une vulnérabilité brute, une émotion si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Il tendit la main, non pas vers le livre, mais vers elle. Il effleura une mèche de cheveux tombée sur son front pour la remettre en place. Son geste était d'une lenteur, d'une douceur infinie. Ses doigts étaient chauds. « Ne soyez pas désolé, » dit-il d'une voix rauque, à peine un murmure. « Surtout pas pour ça. » Puis, comme s'il prenait conscience de son propre geste, il retira sa main brusquement, recula d'un pas, et la forteresse se reconstruisit autour de lui. « Vous devez être fatigué, » dit-il, sa voix redevenue formelle. « N'oubliez pas le dîner de la Fondation, demain soir. » Il quitta la pièce, la laissant seule, le cœur battant à tout rompre, la peau de son front encore brûlante de son contact. Ce n'était pas un remerciement, pas encore. C'était quelque chose de plus profond. Une permission, une reconnaissance. Dans le silence de l'appartement somptueux, un mur invisible venait de tomber en poussière. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec la sensation fantôme des doigts de Tristan sur sa peau. La lumière pâle de l'aube parisienne filtrait à travers les rideaux de lin, mais la véritable lumière, celle qui l'avait tirée de son sommeil, venait de l'intérieur. Le geste de Tristan, si bref et pourtant si lourd de sens, avait fait sauter un verrou en elle. Elle n'était plus simplement une captive dans cette prison de luxe, elle en était devenue une habitante active, une force capable de provoquer des réactions, de fissurer les murs. En descendant dans le grand salon, elle retint son souffle.
La table basse était immaculée. Ses outils, ses pots, ses cartons de protection, tout avait disparu. Le livre de Baudelaire avait lui aussi été enlevé. À sa place, au centre exact de la table, trônait un petit vase en cristal contenant un unique gardénia blanc, dont le parfum subtil et capiteux emplissait délicatement la pièce. Il n'y avait pas de mots, pas de message. Il n'y en avait pas besoin. C'était une réponse silencieuse, un accusé de réception d'une élégance et d'une sensibilité qu'elle n'aurait jamais associée à Tristan Delaunay. C'était la preuve qu'il l'avait vue, vraiment vue. Pas l'épouse de convenance, mais elle, Élise Moreau, la femme qui parlait le langage des choses brisées et savait comment les guérir. Il était déjà attablé dans la salle à manger quand elle entra, un expresso noir et une tablette posée devant lui. Il leva les yeux et pour la première fois, il n'y eut pas cette distance glaciale, mais une sorte de quiétude attentive. « Bonjour », dit-il simplement. « Bonjour ». Elle s'assit, le cœur légèrement agité. « Merci pour le rangement. Madame Girard s'en est chargée ce matin, » répondit-il, une façon habile de détourner la conversation, tout en sachant pertinemment qu'elle comprendrait le véritable message. Le gardénia n'était pas l'œuvre de Madame Girard. Concernant ce soir, poursuivit-il, reprenant aussitôt son ton professionnel, le dîner de la Fondation Delaunay pour l'éducation est notre plus grand événement caritatif de l'année. La presse sera présente. Il est important que nous présentions une image unie et sereine. Je comprends, dit-elle doucement, unie et sereine. C'était le nouveau cahier des charges. Il ne lui demandait plus seulement de jouer un rôle, mais de partager avec lui une émotion, même si celle-ci n'était qu'une construction. La nuance était de taille. La préparation pour la soirée fut différente des précédentes. En enfilant la robe qu'il avait fait livrer, une création en velours vert émeraude qui semblait avoir été conçue pour elle, elle ne se sentit plus déguisée. Elle avait trouvé sa place, non pas dans ce monde, mais aux côtés de l'homme qui le dirigeait. Elle était devenue la gardienne de son secret, même si elle n'en connaissait pas encore toute la teneur. C'était un rôle actif, un partenariat tacite qui transcendait les lignes de leur contrat. Le pavillon Gabriel, où se tenait la soirée, scintillait de 1000 feux. C'était le cœur battant du pouvoir parisien. En entrant à son bras, Élise sentit le poids de centaines de regards se poser sur eux. Mais cette fois, elle ne se sentit pas intimidée. La main de Tristan, de nouveau posée dans le creux de son dos, n'était plus un geste de possession mais de soutien. Il était ferme, chaud et rassurant. Il était le roi de la soirée, charismatique, puissant, saluant d'un signe de tête un ministre, échangeant quelques mots avec un célèbre artiste. Et Élise, à ses côtés, observait un aspect de lui qu'elle n'avait pas encore vu. L'homme public dans toute sa splendeur. Il était impressionnant. Mais en le regardant de près, elle décelait la fatigue au coin de ses yeux, la tension imperceptible de sa mâchoire sous les sourires de circonstance. Il jouait un rôle, lui aussi, bien plus écrasant que le sien. Pendant un intermède musical, un homme âgé à la barbe blanche et aux yeux pétillants de malice s'approcha d'eux. C'était Antoine de Lestrade, le doyen du conseil d'administration, un vieil ami du père de Tristan. « Tristan, mon garçon, enfin je rencontre celle qui a réussi l'impossible. » Il se tourna vers Élise et lui baisa la main avec une galanterie surannée. « Madame, enchanté, je dois dire que vous avez accompli un miracle. »« Un miracle ?» s'étonna Élise, amusée. « Mais oui !» s'exclama le vieil homme en jetant un regard affectueux à Tristan. « Regardez-le. Je ne l'ai pas vu avec cette lumière dans le regard depuis, eh bien, depuis toujours, je crois. Il a toujours porté le monde sur ses épaules, ce garçon. Surtout ces 3 dernières années, après la mort de son père. Il s'était transformé en machine. Vous, madame, vous lui avez rendu son humanité. » Tristan, visiblement mal à l'aise, tenta de changer de sujet. « Antoine, vous exagérez toujours. Jamais quand il s'agit de l'essentiel. » rétorqua le vieil homme avec un sourire entendu. « Prenez soin l'un de l'autre, c'est tout ce qui compte. » Il s'éloigna, les laissant dans un silence vibrant. Ces 3 dernières années, la même phrase, la même chronologie. Le cœur d'Élise se serra. Plus tard dans la soirée,
Ne supportant plus le bruit et la chaleur de la foule, Tristan lui fit un signe de tête discret et la guida vers une terrasse qui donnait sur les jardins des Champs-Élysées. L'air frais de la nuit fut un soulagement. Ils restèrent un moment côte à côte, silencieux, regardant les lumières des voitures dessiner des rubans sur l'avenue. « Vous êtes doué pour ça », dit-il soudain, sa voix basse se mêlant au murmure de la ville. « Doué pour quoi ? Pour le silence. Pour écouter. La plupart des gens, dans ce genre de soirée, ne cherchent qu'à parler. Vous regardez. Vous comprenez. » Il se tourna vers elle. Le clair-obscur de la terrasse sculptait son visage, en accentuait la sévérité et la beauté. Ses yeux gris semblaient encore plus profonds dans la pénombre. « Ce que vous avez fait pour le livre, » commença-t-il, la voix légèrement enrouée. « Personne n'a jamais fait ça. Ce n'était qu'une petite réparation. » murmura-t-elle, sentant son pouls s'accélérer. « Non, dit-il, et son regard était si intense qu'elle crut défaillir. Vous redonnez vie à ce qui est abîmé. C'est un don rare. C'était bien plus qu'un remerciement. C'était une confession. Il ne parlait pas que du livre. Elle le sentit avec une certitude absolue. Il parlait de lui. Ce soir-là, sur cette terrasse suspendue au-dessus de Paris, Élise comprit que les termes de leur contrat avaient été pulvérisés. Il ne s'agissait plus de finances, ni d'obligations sociales. Il s'agissait de deux âmes solitaires qui, à travers un pacte absurde, commençaient peut-être à trouver le chemin l'une de l'autre. Et elle prit conscience, avec une douce panique, que son propre cœur, si soigneusement gardé, n'était plus du tout en sécurité. Les jours qui suivirent le dîner de la Fondation furent marqués par une étrange accalmie, une trêve tacite. La dynamique entre Élise et Tristan avait glissé sur un nouveau terrain, moins défini, mais infiniment plus chargé. Le respect mutuel avait remplacé la méfiance froide, et la curiosité commençait à teinter leurs échanges de nuances inattendues. Tristan, tout en restant distant, laissait parfois tomber sa garde. Un soir, il lui parla brièvement d'un projet architectural qu'il passionnait. Un autre jour, il lui demanda son avis sur la couleur d'une nouvelle couverture de rapport annuel. Des riens, des miettes de sa vie réelle qu'il lui jetait comme pour tester l'eau. Et Élise, de son côté, s'habituait à sa présence, à la cadence de ses pas dans le couloir, au son de sa voix au téléphone. Elle apprenait à lire les micro-expressions sur son visage, le pli d'inquiétude, la lueur de satisfaction, l'ombre de la fatigue. Ils étaient comme deux planètes solitaires qui, forcées sur la même orbite, commençaient à ressentir l'attraction gravitationnelle de l'autre. Pourtant, sous cette surface apaisée, le mystère demeurait entier, obsédant. Les indices récoltés, les 3 ans, le voyage en Anjou, la bibliothèque secrète, formaient une constellation dont elle ne parvenait pas à tracer la forme définitive. Une partie d'elle-même, la partie rationnelle, la restauratrice habituée à ne se fier qu'aux faits tangibles, avait peur de tirer des conclusions hâtives, de se laisser remporter par une interprétation romanesque qui la ferait souffrir. L'autre partie, plus intuitive, sentait la vérité vibrer juste sous la surface, comme une nappe d'eau souterraine. Une semaine après la soirée, Tristan dut de nouveau partir pour un voyage d'affaires de 2 jours à Francfort. Ce matin-là, il semblait particulièrement préoccupé, passant plusieurs appels tendus avant de rassembler ses dossiers dans un tourbillon d'efficacité nerveuse. En partant, pressé, il fit quelque chose d'inhabituel. Il laissa la porte de son bureau secret entr'ouverte. Élise le remarqua depuis le haut de l'escalier. Une fine lame de lumière s'échappait de l'entrebâillement. Son cœur s'emballa. Était-ce un oubli? Une invitation silencieuse? Elle attendit une bonne dizaine de minutes après le départ de la voiture, luttant contre l'envie d'aller voir. C'était une violation, elle le savait, mais le besoin de comprendre était plus fort que la peur de la transgression. Elle descendit, les pieds nus sur le parquet froid. Poussant la porte avec une infinie précaution, elle pénétra de nouveau dans le sanctuaire. L'odeur familière de papier et de cuir l'enveloppa comme une étreinte. Cette fois, son regard était différent. Elle ne cherchait plus seulement des livres sur son métier. Elle cherchait un lien, une preuve. Elle laissa ses doigts courir sur les tranches des livres, non plus comme une simple lectrice, mais comme une archéologue cherchant un artefact. Son attention fut attirée par une section consacrée à l'histoire de sa propre région. Des ouvrages sur le Val-de-Loire,
sur les tapisseries de l'Apocalypse, sur l'histoire de la ville d'Angers, elle en sortit un beau livre relié, intitulé « Anjou, terre d'art et d'histoire ». Il était légèrement plus usé que les autres. En l'ouvrant, elle sentit quelque chose glisser de l'intérieur et tomber, sans bruit, sur le tapis perçant. Elle se pencha et le ramassa. Son souffle se coupa net. Ce qu'elle tenait entre ses doigts, tremblants, n'était pas un simple marque-page. C'était un petit rectangle de papier marbré qu'elle avait fabriqué elle-même. Elle le reconnut instantanément. C'était l'un des échantillons qu'elle avait créés et offerts aux visiteurs lors du salon culturel, 3 ans plus tôt. Elle se souvenait de ce papier précis, d'un motif unique de volute bleue et or, un essai qui n'avait pas été parfaitement réussi, mais qu'elle trouvait charmant. Et soudain, un fragment de mémoire, flou et indistinct jusqu'alors, lui revint avec une clarté aveuglante. Le visage d'un jeune homme, penché sur son établi, qui la regardait travailler. Il ne posait pas de questions, il observait seulement avec une intensité presque dévorante. Lorsqu'elle lui avait tendu ce petit bout de papier, leurs doigts s'étaient effleurés, et elle s'était souvenue d'un bref courant électrique, un de ces contacts anodins qui laissent pourtant une trace inexplicable. Elle avait oublié ce moment, noyé dans les centaines d'interactions de la journée. Mais lui, il avait gardé le marque-page. Il l'avait précieusement conservé dans un livre sur sa région à elle. Un vertige la saisit. Elle dut s'appuyer contre la bibliothèque pour ne pas chanceler. La vérité, dans toute son ampleur insensée, la frappa de plein fouet. Ce n'était pas un intérêt intellectuel pour la reliure. Ce n'était pas une simple enquête pour un contrat. C'était personnel, profondément, obsessionnellement personnel. Depuis 3 ans, cet homme puissant, secret et arrogant qui dirigeait un empire l'avait observé de loin. Il avait étudié son monde, gardé un souvenir d'elle et avait fini par orchestrer la plus incroyable des machinations pour l'amener dans sa vie. Pourquoi ? Pourquoi cette comédie complexe d'un mariage de convenance si les sentiments étaient si profonds? La peur se mêla au trouble. Une telle dissimulation n'était-elle pas une forme de folie? Elle retourna dans sa chambre, le petit papier marbré serré dans sa main comme un talisman ou une preuve à charge. Elle le posa sur sa table de chevet et le contempla longuement. Les volutes bleues et or semblaient danser, formant une carte au trésor dont la destination finale lui faisait peur. À cet instant, son téléphone vibra. C'était sa grand-mère. « Élise, ma chérie, comment vas-tu » La voix de Mireille était un baume, un lien direct avec sa vie d'avant. « Ça va, mamie. Et toi? L'atelier? Tout est merveilleux. Les nouvelles machines sont arrivées, tu devrais voir ça. Les commandes affluent. Tout ça, c'est grâce à Tristan. Quel homme formidable! Il a sauvé mon atelier, ma chérie. Mais plus que ça, il te rend heureuse. Je l'entends dans ta voix, elle a changé. Elle est plus posée. » Élise ferma les yeux, la gorge serrée. Le poids de la duplicité l'écrasa. « Je suis si contente que tu aies trouvé quelqu'un comme lui, Élise. Il prend soin de toi, de nous. C'est tout ce dont une grand-mère peut rêver. » Après avoir raccroché, Élise resta assise sur son lit, dans le silence de la chambre somptueuse. Les larmes qu'elle ne pouvait retenir n'étaient pas des larmes de joie. C'étaient les larmes amères d'une femme qui venait de comprendre que son mariage n'était pas un contrat, mais le point final d'une traque silencieuse de 3 ans. Et elle était prise au piège. Prise au piège entre la gratitude de sa famille et le vertige d'être l'obsession secrète de l'homme qu'elle était, contre toute raison, en train d'aimer. Les 2 jours de l'absence de Tristan furent les plus longs et les plus déroutants de la vie d'Élise. Le petit morceau de papier marbré, posé sur sa table de chevet, était devenu le centre de son univers. Il n'était plus un simple objet. Il était une accusation, une déclaration d'amour, un contrat secret qui annulait et réécrivait celui qu'elle avait signé. Elle passait des heures à le contempler, essayant de démêler le chaos de ses émotions. Une partie d'elle était touchée jusqu'au plus profond de l'âme. L'idée que cet homme, si puissant et si solitaire, l'ait aimée en silence pendant 3 ans, qu'il ait étudié son monde et gardé ce modeste souvenir comme une relique, avait quelque chose de poignant, de follement romanesque. C'était la matière dont étaient faits les livres qu'elle passait sa vie à réparer. Mais une autre voix, plus froide et plus amère, s'élevait en elle.
La voix de la femme trahie. Le romantisme du geste était effacé par la méthode. Il ne l'avait pas approché. Il ne lui avait pas parlé. Il avait attendu, planifié et utilisé sa vulnérabilité, la précarité de sa grand-mère, pour l'acheter. Il l'avait attirée dans un piège doré en lui faisant croire qu'elle était la contractante d'une transaction alors qu'elle en était l'objet, le butin. Les petits gestes de tendresse, son regard intense, sa défense lors du dîner, tout prenait une saveur différente. Était-ce de l'amour sincère ou le contentement d'un collectionneur qui admire enfin son acquisition la plus précieuse? Elle se sentait dépossédée de son propre libre arbitre, réduite au rôle d'une belle chose désirée et finalement obtenue. La joie pure qu'elle avait entendue dans la voix de sa grand-mère lui revenait en écho, et chaque mot devenait une brûlure. Mireille était heureuse, l'atelier était sauvé, mais tout ce bonheur reposait sur une supercherie. Et Élise en était la complice et la victime. Le pacte n'était pas faustien, il était pire. C'était un labyrinthe émotionnel conçu par un seul architecte, et elle s'y était perdue. Le matin du retour de Tristan, alors qu'elle se morfondait dans cette ambivalence douloureuse, un email apparut dans sa boîte de réception. Il provenait de la bibliothèque municipale de Lyon. Le nom de l'expéditeur, Monsieur Durand, le conservateur en chef, lui était familier. C'était une sommité dans le monde de la restauration. Il l'avait rencontré lors d'un colloque l'année précédente et avait semblé impressionné par son intervention sur la conservation des encres métallo-galliques. Elle ouvrit le message avec une curiosité distraite, s'attendant à une question technique ou à une invitation pour un futur séminaire. Ce qu'elle lut la laissa pétrifiée. Ce n'était pas une invitation, c'était une offre. La bibliothèque de Lyon, l'une des plus riches de France, était en train de restructurer son département de restauration de fonds anciens. Il lui proposait le poste de directrice de l'atelier. C'était un saut de carrière spectaculaire, une opportunité inespérée. Le projet était détaillé. Gestion d'une équipe, budget conséquent, et surtout la responsabilité de superviser la restauration d'une collection de manuscrits médiévaux récemment acquise, un projet d'envergure nationale. C'était le rêve d'une vie. C'était la reconnaissance de tout ce qu'elle était, de toutes ses compétences, de toute sa passion. C'était son travail, sa valeur, son identité, offerts à elle sur un plateau d'argent. Une vague de clarté, froide et puissante, balaya le chaos de ses pensées. Cette offre était une porte de sortie, pas une échappatoire, mais un chemin. Un chemin qui était le sien, qu'elle pouvait choisir, qui n'avait rien à voir avec Tristan Delaunay et ses machinations complexes. Le contrat la liait pour 1 an. Il restait un peu plus de 8 mois. Elle avait donné sa parole, et le bien-être de sa grand-mère en dépendait. Elle ne le romprait pas. Mais rien, absolument rien ne l'obligeait à rester une seconde de plus après son échéance. Une nouvelle détermination, dure comme le diamant, se forma en elle. Elle allait jouer le jeu jusqu'au bout, tenir son rôle d'épouse de façade. Mais en parallèle, elle allait préparer son avenir. Un avenir où elle serait de nouveau la seule maîtresse de son destin. Elle accepta de commencer dans 9 mois, le temps de finir son engagement à Paris. Lyon deviendrait sa terre promise, le lieu de sa reconstruction. Quand Tristan rentra ce soir-là, il trouva une Élise différente. Le trouble avait laissé place à une quiétude glaciale, une maîtrise de soi qui reflétait la sienne. Il était fatigué par son voyage, mais il semblait content de la revoir. Il lui tendit un petit paquet. « C'est pour vous. Je l'ai trouvé dans une petite librairie à Francfort. » C'était un recueil rare de poésie allemande, dans une magnifique édition originale. Un cadeau réfléchi, personnel. Il y a 2 jours, un tel geste l'aurait fait fondre. Ce soir, elle le prit avec un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. « C'est très attentionné de votre part, Tristan. Je vous remercie. » Sa voix était calme, posée, mais vide de toute chaleur. Il fronça légèrement les sourcils, déconcerté par ce changement subtil. La connexion fragile, la trêve qu'ils avaient établie, semblait s'être évaporée. « Quelque chose ne va pas, Élise? Vous semblez lointaine. » Elle le regarda droit dans les yeux, son regard aussi stable que le sien. Pour la première fois, elle ne se sentit pas en position d'infériorité. Elle avait un secret, elle aussi. Elle avait un plan. « Non, pas du tout. Le voyage a dû vous fatiguer. »
C'était un renvoi, une porte qui se fermait poliment au nez. Il le sentit. Il resta un instant immobile, la dévisageant, cherchant à percer cette nouvelle armure qu'elle s'était forgée. Mais elle ne laissa rien paraître. Elle était redevenue une étrangère, plus insaisissable encore qu'à leur premier jour. Tristan Delaunay, l'homme qui avait tout planifié pour l'avoir près de lui, venait de réaliser, avec une angoisse sourde, qu'elle était peut-être en train de lui échapper définitivement. Et il ne savait même pas pourquoi. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent au rythme d'une valse mécanique et glaciale. Élise s'était muée en une actrice impeccable. Elle honorait chaque clause de son contrat avec une précision irréprochable. Elle accompagnait Tristan au dîner, souriait aux photographes, discutait avec les partenaires commerciaux et gérait la maison avec une grâce silencieuse qui impressionnait jusqu'à Madame Girard. Mais elle avait retiré l'essentiel, son âme. Un abîme de silence poli s'était creusé entre Tristan et elle, un fossé que ses tentatives maladroites ne parvenaient pas à combler. Elle était devenue une magnifique coquille vide, et ce vide commençait à le rendre fou. Tristan ne comprenait pas. Il voyait bien qu'il l'avait perdue, ou plutôt qu'il n'avait jamais réussi à l'atteindre. Il passait d'une stratégie à l'autre avec la confusion d'un général découvrant que l'ennemi ne suit aucune règle de guerre connue. D'abord, il tenta les grands gestes. Des fleurs continuaient d'arriver, des bijoux qu'elle remerciait poliment avant de les ranger dans un coffret qu'elle n'ouvrait jamais. Un soir, il rentra plus tôt, tenant avec un soin infini une grande boîte plate en bois précieux. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser », lui dit-il en la posant sur la table du salon. Sa voix se voulait neutre, mais elle était trahie par une pointe de nervosité. Élise ouvrit la boîte. À l'intérieur, reposant sur un lit de velours noir, se trouvait un manuscrit médiéval, un livre d'heures aux enluminures d'une finesse à couper le souffle, mais dont la reliure en est de bois recouvert de cuir était fendue en deux, le dos presque entièrement détaché. C'était une pièce de musée, une merveille blessée qui aurait fait battre son cœur quelques semaines plus tôt. C'était un appel direct à ce qu'elle était, à son talent le plus pur. Un ami commissaire-priseur me l'a confié, expliqua Tristan, la regardant avec une attente presque enfantine. Il est trop fragile pour être transporté. Je lui ai dit que je connaissais la meilleure restauratrice du pays. Élise passa doucement un doigt sur la peinture à la feuille d'or d'une lettrine. Son cœur se serra, non pas de joie, mais de douleur. Il utilisait son art, son sanctuaire, comme un levier pour la ramener à lui. Chaque geste, même le plus attentionné en apparence, lui semblait désormais une manœuvre. « C'est une pièce exceptionnelle », dit-elle d'une voix égale. « Il faudra des outils spécifiques et des conditions d'hygrométrie contrôlées que je n'ai pas ici. Il serait plus prudent de le confier à l'atelier de la Bibliothèque nationale. » Le refus, poli, technique, irréfutable, le frappa comme une gifle. Le manuscrit, son offre de paix, son pont jeté au-dessus du silence, venait d'être rejeté. Il referma la boîte lentement, le visage de nouveau dur comme la pierre. « Comme vous voudrez », dit-il sèchement, avant de tourner les talons et de s'enfermer dans son bureau. L'épreuve la plus pénible fut une soirée à l'Opéra Garnier. Il devait assister à une représentation de la Bohème dans la loge du groupe Delaunay. Élise portait une robe en satin gris perle qui miroitait sous les ors du foyer. Elle était belle, d'une beauté distante et mélancolique qui ne manqua pas de susciter des murmures admiratifs. Dans la pénombre de la loge, ils étaient assis si près l'un de l'autre que leurs épaules se frôlaient. La musique de Puccini, passionnée et tragique, s'élevait de la fosse d'orchestre, racontant une histoire d'amour, de pauvreté et de perte. Sur scène, Mimi mourait dans les bras d'un Rodolfo désespéré, et Élise sentit des larmes monter à ses yeux. Ce n'était pas pour l'héroïne qu'elle pleurait, mais pour elle-même, pour l'amour qu'elle aurait pu vivre et qu'on lui avait volé en le déguisant en transaction. Sentant son émotion, Tristan fit un geste instinctif. Sa main se posa sur la sienne, ses doigts s'entremêlant aux siens dans un élan de réconfort. Son contact était chaud, possessif, désespéré. Pour tous les observateurs, ils étaient un couple ému, partageant un moment d'intimité artistique.
Mais pour Élise, cette main était une chaîne. Elle se raidit, ne retira pas sa main pour ne pas faire de scène, mais toute chaleur quitta son corps. Elle devint de marbre. Tristan le sentit immédiatement. La connexion, si brève, fut rompue. Lentement, il retira sa main comme s'il s'était brûlé. Le reste de la représentation se déroula dans un silence glacial, la musique sublime créant un contrepoint cruel à l'abîme qui les séparait. Sur le chemin du retour, il rompit le silence. Sa voix était basse, tendue à l'extrême. Assez. Élise se tourna vers lui. Dans l'obscurité de la voiture, elle ne distinguait que la lueur de ses yeux. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » L'utilisation du « vous » qu'elle avait réinstauré depuis sa découverte, était une arme qu'elle maniait avec une précision chirurgicale. « Vous le comprenez parfaitement, » siffla-t-il, sa maîtrise légendaire se fissurant de toutes parts. Ce froid, cette distance. « J'ai fait quelque chose de mal? Dites-le, dites-moi ce que j'ai fait. » Elle le regarda, le cœur battant à grands coups, l'envie de tout lui jeter au visage, le marque-page, les 3 ans de silence, la manipulation, la submergea. Mais à quoi bon? Cela ne changerait rien au fait qu'il l'avait trompée sur la nature même de leur lien. Cela ne ferait que la rendre plus vulnérable. Son avenir à Lyon était sa seule ancre. Elle ne devait pas la lâcher. « Rien n'a changé, Tristan, » répondit-elle, sa voix incroyablement calme. « J'honore les termes de notre contrat, scrupuleusement. C'est tout ce que nous nous sommes promis l'un à l'autre. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Une façade parfaite ?» Chaque mot était une flèche, et chaque flèche atteignit sa cible. Il se rencogna dans son siège comme s'il avait reçu un coup. Il lui avait offert les barreaux de la cage, et elle les utilisait maintenant pour le maintenir à distance. Il resta silencieux jusqu'à l'appartement, le visage impénétrable, mais Élise pouvait sentir les vagues de frustration et de douleur qui émanaient de lui. Cette nuit-là, seule dans le silence de sa chambre immense, elle ne trouva pas le sommeil. Elle alluma la petite lampe de son chevet et ouvrit son ordinateur portable. Elle ne regarda pas ses emails ni les nouvelles du jour. Elle tapa « Bibliothèque municipale de Lyon » dans le moteur de recherche. Des images apparurent, la façade majestueuse, les salles de lecture voûtées, le quartier de la Part-Dieu. Puis elle ouvrit une autre page, une carte du vieux Lyon, avec ses traboules secrètes et ses façades Renaissance. Un petit appartement à louer rue Saint-Jean attira son attention. Elle cliqua sur les photos, s'imaginant une autre vie. Une vie simple, choisie, une vie sans secret et sans contrat. C'était sa bouffée d'oxygène, son espoir. Et en regardant les toits de tuiles rouges de Lyon sur son écran, elle se sentit, pour la première fois depuis des mois, un peu plus proche de la liberté. Les jours se muaient en semaines dans un brouillard de courtoisie glacée. L'appartement de la rue du Faubourg Saint-Honoré, autrefois simplement froid, était désormais le théâtre d'une tension si palpable qu'elle en devenait suffocante. Il vivait sur des orbites parallèles qui ne se croisaient qu'au moment dicté par l'agenda social. Tristan, pour sa part, semblait avoir renoncé à ses tentatives de rapprochement. Le rejet du manuscrit l'avait profondément touché, le renvoyant à ses certitudes les plus sombres. Il ne savait pas aimer, il ne savait qu'acquérir. Son attitude devint plus dure, plus cassante, non pas envers Élise, mais envers le monde extérieur. Ses assistants marchaient sur des œufs, et les rumeurs d'une main de fer encore plus impitoyable qu'auparavant se répandaient dans le milieu des affaires parisiens. Il se noyait dans le travail, son seul refuge connu, laissant Élise dans un isolement quasi total. Cet isolement convenait parfaitement à Élise. Chaque jour qui passait la rapprochait de Lyon, de sa libération. Elle passait ses journées à préparer sa transition en secret. Elle lisait des études sur la collection de manuscrits qu'elle allait diriger, échangeait des courriels discrets avec le conservateur M. Durand, et commençait même à faire des listes des quelques affaires personnelles qu'elle emporterait. Le reste, les robes de couturier, les bijoux, toute la panoplie de son rôle, serait laissée derrière elle sans un regard. C'était le costume d'une autre, et le rideau allait bientôt tomber sur la dernière représentation.
L'annonce de cette dernière représentation arriva par le biais de Maître Dubois. C'était le gala de clôture du plus grand projet de développement international du groupe Delaunay, baptisé Horizon 2025. L'événement devait se tenir dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, en présence de tout ce que la capitale comptait de personnalités politiques et économiques. C'était l'apogée de l'année pour le groupe, la consécration du travail acharné de Tristan. Sa présence, en tant qu'épouse, y était non seulement requise, mais essentielle. C'était la dernière, la plus importante des épreuves. Elle y voyait le point final parfait à son contrat. Après cette soirée, son rôle serait achevé. Elle pourrait partir la tête haute, ayant rempli ses obligations jusqu'au bout. La veille du gala, Tristan frappa à la porte de sa chambre. C'était la première fois qu'il s'aventurait de ce côté de l'étage depuis des semaines. Elle ouvrit, surprise. Il se tenait là, dans l'embrasure de la porte, l'air étrangement solennel. Il n'y avait ni colère, ni frustration sur son visage, mais une sorte d'excitation contenue, une lueur presque fébrile dans ses yeux gris. « Élise, je peux vous parler un instant ?» Dans mon bureau. C'est important. Intriguée, elle le suivit. Sur la grande table en acajou de son bureau officiel, un énorme carton à dessin était posé, ainsi qu'une liasse de documents. « Je voulais vous montrer cela avant l'annonce officielle de demain soir, » dit-il. Sa voix tremblait d'une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. Il ouvrit le carton, révélant les plans d'un architecte, des esquisses, des vues 3D d'un bâtiment moderne et élégant, tout en verre et en bois clair. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « C'est la nouvelle aile de la fondation Delaunay, » annonça-t-il, un sourire de fierté au coin des lèvres. Un centre de recherche et de préservation du patrimoine écrit, le plus moderne d'Europe. Il abritera un atelier de restauration à la pointe de la technologie, avec les meilleurs équipements, une équipe de jeunes artisans que nous formerons, un laboratoire d'analyse des pigments, tout. Il parlait vite, avec la passion d'un créateur. Élise regardait les plans, impressionnée malgré elle par l'ambition du projet. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il lui montrait ça, avec une telle solennité. « C'est un projet magnifique, Tristan. Félicitations, » dit-elle poliment. Il la regarda alors, et l'intensité de son regard la cloua sur place. « Le projet n'est pas magnifique sans sa directrice, » dit-il doucement. « J'ai tout conçu en pensant à vous, Élise, à ce que vous m'avez appris, sans même le savoir. L'atelier, il est pour vous. C'est mon cadeau. Je ferai l'annonce demain soir, pendant mon discours. Vous n'aurez plus besoin de rêver de diriger un atelier. Je vous en construis un. Ici, à Paris, à nos côtés. » Un silence de mort tomba dans la pièce. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque mot était un barreau de plus qui se soudait à sa cage. Ici, à nos côtés, le rêve de Lyon, son échappatoire, sa liberté. Il était en train de le lui voler. Il avait dû se renseigner, découvrir son offre, et il avait aussitôt mis en branle sa machine de guerre financière pour la contrer. Il ne lui offrait pas un cadeau. Il la murait vivante. Il construisait une prison dorée encore plus parfaite, une prison faite de son propre rêve, pour s'assurer qu'elle ne puisse jamais, jamais partir. La trahison qu'elle ressentit fut si violente, si totale, qu'elle faillit en suffoquer. Ce n'était plus de l'amour, c'était de la possession. C'était l'acte ultime d'un homme qui ne concevait pas que l'on puisse exister en dehors de sa volonté. Elle releva lentement la tête. Son visage était livide, mais son regard était d'un calme terrifiant. « Vous avez donc découvert pour Lyon, » dit-elle. Ce n'était pas une question. La fierté sur le visage de Tristan vacilla, remplacée par une pointe d'incertitude. « Oui, je voulais vous offrir mieux, quelque chose à nous. » Elle esquissa un sourire qui était la chose la plus triste au monde. « C'est une proposition très généreuse, Tristan, » murmura-t-elle. « Je vous remercie. » Sur ces mots, elle se détourna et quitta le bureau, le laissant seul avec ses plans et son rêve brisé, sans lui donner le temps de voir la première larme qui roulait sur sa joue. Elle monta dans sa chambre, ferma la porte à clé et s'adossa contre elle, le corps secoué de sanglots silencieux. C'en était fini. La décision n'était plus un plan, c'était une certitude brûlante. Elle irait à ce gala. Elle jouerait son rôle une dernière fois. Elle le laisserait faire son discours. Et après cela, elle disparaîtrait de sa vie, pour de bon.
Le contrat n'était qu'un morceau de papier. La vraie prison était son amour à lui, et elle devait s'en évader pour survivre. L'hôtel de ville de Paris n'était pas un décor, c'était un personnage. Sous les fresques allégoriques et les lustres monumentaux en cristal de Baccarat, la foule était une mer scintillante de soie, de velours et de pouvoir. Élise se déplaçait dans cette mer avec la grâce d'un navire fantôme. Elle était sublime dans une robe noire toute simple, dont la coupe parfaite suffisait à éclipser les parures les plus ostentatoires. Un sourire professionnel était vissé à ses lèvres. Ses réponses aux compliments étaient charmantes et vides. Elle était la Madame Delaunay idéale, et c'était sa dernière performance. Chaque minute la rapprochait de la fin. Elle sentait le billet de train pour Lyon dans la poche invisible de son esprit, un talisman qui la gardait debout. Tristan, à ses côtés, était l'image même de la réussite. Il était le centre de toutes les attentions, l'homme de la soirée. Pourtant, Élise, qui avait appris à le lire, voyait la tension dans sa posture, l'éclat presque fiévreux dans son regard chaque fois qu'il se tournait vers elle. Il attendait son heure, le moment de son grand coup de théâtre, persuadé qu'il allait la reconquérir, l'arriver à lui pour toujours, avec son cadeau empoisonné. La douleur de cette certitude était un fer rouge dans son cœur. Elle n'attendait plus que son discours, ce discours qui serait pour elle le signal du départ. Enfin, le moment arriva. Le silence se fit. Tristan monta sur la petite estrade, sous les applaudissements nourris. Les projecteurs le baignèrent d'une lumière crue qui accentuait les traits sévères de son visage. Élise, debout au premier rang, sentit son cœur se serrer. Elle se prépara à l'impact. Il commença son discours avec l'aisance qu'on lui connaissait. Il parla chiffres, croissance, avenir du groupe. Sa voix était claire et puissante, captivant son auditoire. Puis, il marqua une pause. Il balaya l'assemblée du regard, mais ses yeux s'arrêtèrent sur elle, et sur elle seule. La foule sentit le changement de ton, un frémissement parcourut la salle. Le projet Horizon 2025 est une réussite collective, et je suis fier de l'équipe qui l'a porté, dit-il. Mais le plus grand projet de ma vie n'est pas inscrit sur un bilan. Il a commencé il y a 3 ans, dans une petite ville de l'Anjou. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Élise sentit le sang quitter son visage. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne pouvait pas. Ce jour-là, continua Tristan, sa voix s'abaissant, devenant plus intime, plus personnelle, comme s'ils étaient seuls au monde. J'ai rencontré une femme qui redonnait vie à des choses que le monde avait oubliées. Et j'ai compris que j'étais moi-même l'une de ces choses, une chose abîmée, que seul son talent pouvait réparer. Il plongea la main dans la poche intérieure de son smoking et en sortit un document plié en 4, leur contrat. Il y a 3 ans, je suis tombé amoureux de vous en silence. Les mots tombèrent dans le silence stupéfait, chacun chargé d'une vérité explosive. Et j'ai signé ce contrat parce que c'était la seule façon, maladroite et stupide, que j'ai trouvée pour vous avoir près de moi. C'était l'acte d'un lâche qui n'a jamais su comment parler le langage du cœur. Il regarda Élise, les yeux brillants d'une émotion brute, d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée à personne. Mais ce soir, devant vous tous, je déchire ce papier, et il le fit. Avec un geste lent, délibéré, il déchira le contrat en 2, puis en 4, les morceaux de papier tombant sur le sol de l'estrade comme les feuilles mortes d'une saison révolue. Un hoquet de stupeur collective traversa la salle. Il la regarda, et pour la première fois, il la tutoya devant le monde entier. Et je te demande une nouvelle chance. Pas en tant que PDG, pas comme un homme qui bâtit des prisons dorées pour garder ce qu'il aime, mais en tant qu'homme. Un homme qui t'aime. Ta place, Élise, elle est à mes côtés, si tu le veux bien. Libre. Les murs de la forteresse d'Élise s'effondrèrent d'un seul coup. La colère, la trahison, la peur, tout fut balayé par un raz-de-marée d'émotions pures. Ce n'était pas un geste de possession. C'était une abdication. L'homme le plus puissant de la salle venait de déposer son armure, son pouvoir, ses secrets à ses pieds, devant des centaines de témoins. Son offre pour le centre de recherche n'était pas un piège. C'était une tentative désespérée et maladroite de lui donner le monde, la seule façon qu'il connaissait pour dire « je t'aime ». Il avait déchiré le contrat. Il l'avait libéré.
Et dans cet acte de libération, il lui offrait le seul choix qui ait jamais compté. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues, emportant les dernières traces de sa résolution de partir. Les visages autour d'elle n'étaient plus qu'un flou indistinct. Elle ne voyait que lui, Tristan, debout sur l'estrade, nu et vulnérable, attendant son verdict. Et sans réfléchir, elle commença à marcher. Elle fendit la foule, qui s'écarta sur son passage comme par magie. Elle monta les quelques marches qui la séparaient de lui et se jeta dans ses bras. L'étreinte qui suivit fut une déflagration silencieuse. Elle s'accrocha à lui, le visage enfoui dans son cou, pleurant enfin toutes les larmes retenues depuis des mois, tandis que ses bras puissants l'enserraient comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Dans la salle, après un instant de stupeur, les applaudissements éclatèrent, discrets d'abord, puis assourdissants, non pas pour le PDG, mais pour l'homme et la femme qui venaient de trouver leur vérité au vu et au su de tous. Ils rentrèrent cette nuit-là, non pas comme deux étrangers liés par un pacte, mais comme deux amants au seuil d'un nouveau monde. Dans l'appartement, la tension s'était enfin dissipée, laissant place à une quiétude fragile et infiniment précieuse. Il n'y eut plus besoin de longs discours. Les silences, enfin, n'étaient plus des abîmes, mais des espaces de communion. Assis côte à côte sur le canapé, où elle avait réparé son livre, ils commencèrent à reconstruire leur histoire, brique par brique, avec les seuls matériaux valables, la vérité, les regrets et la promesse d'un avenir. Le projet de Lyon ne fut pas abandonné, il fut transformé. Ce n'était plus une fuite, mais une possibilité, une de celles qu'ils exploreraient ensemble. Quant à l'amour secret de Tristan, il n'était plus un fardeau caché dans l'ombre d'une bibliothèque privée. Il pouvait enfin s'épanouir au grand jour, simple et évident, car pour la première fois, il ne regardait plus Élise à distance, comme une œuvre d'art inaccessible. Il pouvait enfin lui prendre la main et marcher à ses côtés.